Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire le 1540, live RPS-QVT. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important et dans l'air du temps, avec l'évaluation du climat de travail dans son entreprise. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Catherine Matek, qui est psychologue du travail, consultante en ressources humaines, c'est ça, C'est Catherine? juste. Oui. Et qui est à Sion, en Suisse, dans le Valais. Donc, première partie, un exposé d'un quart d'heure. Et deuxième partie, donc, réponse à vos questions en direct. Voilà, donc Catherine, je vous laisse vous présenter et démarrer. Oui, merci. Merci Sébastien. Merci aux participants, participantes d'être présents. Donc, moi, je vais vous parler pendant ces 15 prochaines minutes du climat de travail et puis surtout d'un outil de mesure de ce climat que j'utilise ici en Suisse pour mesurer ce climat de travail. Le climat de travail, c'est au fond la perception qu'ont les collaborateurs et les collaboratrices du fait d'être bien ou mal traités par son entreprise, son employeur. Et puis, je propose un outil qui permet de mesurer plus précisément cette perception subjective. Quelques mots sur moi, donc de formation psychologue du travail en Suisse, à l'université de Neuchâtel, où j'ai suivi une formation dans ce domaine jusqu'au master. J'ai travaillé ensuite une quinzaine d'années dans des entreprises suisses, des administrations, une administration publique dans le recrutement plus précisément, et puis ensuite dans des assurances où je me suis occupée de la formation du personnel. J'ai également un brevet de formatrice d'adultes, comme on dit chez nous, et puis aussi une certification en coaching. Depuis environ 5 ans, je travaille comme consultante indépendante depuis Sion, où je propose mes prestations et de manière plus particulière depuis ces dernières années dans la santé au travail. Voilà pour ma part. Prochaine slide. Donc, le programme. Quelques mots tout d'abord sur pourquoi le travail est générateur de santé et puis quelques chiffres du monde du travail en Suisse, en fait, et du stress au travail. Et à la fin, je vous présenterai mon approche et l'outil utilisé pour mesurer effectivement ce climat de travail. Donc, tout d'abord, pourquoi le travail est générateur de santé? Donc, vous trouvez ici mes principaux arguments, pardon. Tout d'abord, on le sait tous, le travail, il est devenu central dans notre société. C'est vraiment une valeur phare auquel les gens se raccrochent, mais il est bon de se rappeler qu'historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. On sait qu'au Moyen Âge, le travail était réservé à certaines parties de la population, les serfs, et que c'était les loisirs qui étaient valorisés, considérés. Or, au fil des années, il y a eu un renversement des valeurs qui a été fait pour que le travail devienne vraiment le centre de nos vies. D'ailleurs, Dominique Méda, une sociologue du travail française, en parle très bien dans son ouvrage, que vous connaissez certainement, à ce propos. Et puis, aujourd'hui, il est devenu central, ce travail, il conditionne nos revenus, bien sûr, mais aussi quasiment notre place dans la société, qui on est. Et c'est pour ça que le travail, il va influencer grandement notre santé aussi, comme il touche tellement d'aspects de notre vie. C'est aussi à travers le travail qu'on lie des amitiés, qu'on rencontre éventuellement nos compagnons de vie, qu'on s'insère dans une communauté. Ici aussi en Suisse, c'est un facteur d'intégration extrêmement important, le travail. Donc voilà, de nouveau par rapport à sa centralité, en termes de source d'identité, c'est aussi quelque chose qui positionne très clairement les gens dans leur positionnement socio-économique afin de savoir qui ils sont. On demande très rapidement qu'est-ce qu'ils font, les gens. Et puis, ça structure aussi l'ensemble de notre vie. Si on pense à la phase d'apprentissage ou d'école, puis de vie qu'on appelle active, et puis ensuite la retraite, ou bien si on pense aussi à nos journées qui se structurent entre les heures de travail, les heures de repos. Enfin, voilà, c'est un élément vraiment central, et puis c'est un travail qui est rémunéré, qui est un facteur de prévention aussi pour notre santé. J'aime bien le rappeler aussi aux directeurs et aux ressources humaines qui me contactent, parce que souvent, quand les RH ou les directeurs d'entreprise viennent vers moi, c'est lorsqu'ils se rencontrent des problèmes de santé dans l'entreprise, avec des cas de burn-out, des absences de longue durée, puis ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se rappeler que déjà, au préalable, le travail en soi, ça doit être générateur de santé et d'équilibre, puis qu'il faut certainement trouver les ficelles et les bonnes mesures pour retrouver cet équilibre.
Voilà. Hop, je me suis trompée de bouton. Quelques chiffres sur le stress au travail. Alors en Suisse, c'est peut-être similaire à ce qu'on trouve dans les autres pays, en France ou ailleurs. Je serais intéressée à connaître. Chez nous, suivant les différentes études qui sont faites par l'État, le secrétariat d'État à l'économie, une personne active sur 5 souffre de stress au travail, donc il souffre très souvent de stress au travail. C'est un chiffre assez élevé qui est assez stable malheureusement au cours des années, voire qui a tendance à augmenter. On a aussi mis en évidence dernièrement, et puis on essaie beaucoup de communiquer là-dessus, c'est que c'est les jeunes principalement qui souffrent le plus de stress professionnel. Ça ne veut pas dire que les autres catégories d'âge sont épargnées, mais les 16-24 ans sont ceux qui dénotent le plus de stress au travail. Donc, il y a aussi des programmes pour cette catégorie d'âge qui sont en train d'être déployés. D'ailleurs, je m'en occupe aussi d'un, mais c'est pas l'enjeu de ce webinaire. On en parlera peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. Pour les employeurs, il y a des chiffres qui sortent chaque année pour essayer de sensibiliser les entreprises au fait que ça coûte cette santé au travail, cette souffrance au travail. On chiffre ici à 6,5 milliards, c'est vite abstrait, mais ce calcul, il est réalisé en se demandant si les gens étaient tous en bonne santé, quel gain de productivité on obtiendrait, puis on obtient ce chiffre ici. Donc, c'est chaque fois des chiffres assez impressionnants par rapport aux souffrances au travail. Les indicateurs du climat de travail. En fait, moi, je me suis basée sur les facteurs de risque ou de protection que vous connaissez très bien en France, mieux que chez nous en Suisse, des risques psychosociaux, qui sont les 6 qui sont marqués dans la colonne de gauche, donc que vous pouvez lire entre l'intensité, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs et la sécurité au travail. Puis, en fait, j'ai pensé que si ces éléments, ils étaient protecteurs, ça pouvait dénoter d'un bon climat de travail. Et puis, si ces éléments, ils étaient plutôt des risques, eh bien, ça pouvait dénoter d'un mauvais climat de travail. Les conséquences à long terme sur l'individu et l'entreprise d'un mauvais climat de travail, eh bien, sont ceux qui sont notés à droite, que ce soit effectivement de la souffrance, des problèmes de santé, personnel, physique, psychique, et pour l'entreprise, un turnover, une baisse de la productivité, une baisse de satisfaction. Donc, pour éviter tout ceci, l'idée, c'est de proposer un outil que je vais vous montrer tout à l'heure, qui se base en grande partie sur ces facteurs de risque et de protection, qui se base dans l'idée de les identifier auprès des collaborateurs pour connaître un peu quel est l'état du climat de l'entreprise et du coup d'instaurer les bonnes mesures le plus possible en amont. Encore quelques données par rapport à la Suisse. On a vu à travers les différentes études que les risques psychosociaux les plus fréquents, c'est peut-être les mêmes chez vous, mais ce sont ces 3-là qui sortent les plus en avant dans toutes les études qui sont faites. Donc, c'est vraiment ce rythme de travail rapide, des délais serrés, des interruptions de travail. Donc, vraiment cette course en avant, cette spirale qui ne s'arrête jamais, où il y a peu de phases de récupération, de pause, de régénération qui permettent aux gens de décrocher et puis de se régénérer. C'est ce qui crée évidemment ce stress au travail. Et c'est intéressant de noter que ce sont les RPS les plus fréquents chez nous en Suisse et qui conduisent clairement à certaines difficultés physiques et psychiques. Voilà. Pourquoi les plus jeunes? Non, alors je prends après les questions. Mon approche pour mesurer le climat de travail, c'est une approche typique de psychologie du travail, donc d'analyse de la situation dans une première étape, donc de prendre contact avec l'entreprise, bien connaître ses conditions de travail, les métiers qui la composent, les risques et les opportunités des différents métiers, de la structure, de l'historique. J'analyse si c'est aussi possible différents chiffres clés RH comme l'absentéisme, la plainte des patients ou des clients. Et puis, si je peux aussi, je vois plus que les RH et la direction. J'interviewe aussi volontiers d'autres personnes clés dans l'entreprise. Excusez-moi. Pour la deuxième étape, j'utilise justement cet indicateur du climat de travail à travers cet outil de sondage qui s'appelle chez nous le Job Stress Analysis. Et puis, dans une troisième étape, je redonne les résultats du sondage de manière globale. Donc, il génère une vue des résultats de manière globale à partir de 10 personnes. Et on peut ainsi observer où sont les ressources dans l'entreprise, où sont les contraintes dans l'entreprise, où se situent les valeurs les plus élevées de stress.
Et puis, quel est le niveau de bien-être aussi actuel des collaborateurs. Donc, en ayant ce retour-là, on travaille ensuite avec des panels de collaborateurs ou des cercles de santé afin de dégager des mesures et des plans d'action pour favoriser ce bon climat de travail. Donc, cet outil, plus précisément, c'est un outil qui est un instrument de sondage en ligne. Il est validé sur le plan scientifique ici, suivi par l'Université de Berne en Suisse. Il respecte toutes les contraintes en termes de protection des données par rapport à nos standards helvétiques et l'anonymat des personnes qui le remplissent. Ça, je pourrais aussi vous donner quelques indications si vous le désirez à ce propos. Concrètement, voilà les différents thèmes que l'outil va essayer de mettre en évidence en termes de ressources, de contraintes. Donc là, c'est vraiment les thèmes principaux. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont également recherchés à travers cet outil d'enquête. Donc, comme vous le voyez, on retrouve ici certains facteurs au risque de psychosociaux. Il y a la marge de manœuvre, la globalité de la tâche, le comportement du supérieur, l'estime générale manifestée. Puis, du point de vue des contraintes, les fameuses pressions temporelles, l'incertitude liée au travail, les problèmes d'organisation du travail, le surmenage qualitatif et puis tout ce qui a trait aux relations sociales qu'on a appelé en Suisse les stresseurs sociaux liés aux supérieurs ou aux collègues. Alors évidemment, quand on parle de climat au travail, on s'intéresse spécifiquement, pas que, mais spécifiquement aux relations de travail avec les collègues, avec les collaborateurs. Et puis, à titre d'exemple, voici quelques questions qui sont posées dans cet outil de sondage aux personnes qui le passent. Donc, je dois assumer les conséquences des erreurs de mes collègues. Pas du tout, tout à fait. Il y a chaque fois une échelle qui est proposée où chacun peut cocher la case qui lui correspond. Et puis, ses propres réponses sont comparées à l'ensemble des personnes en Suisse qui ont déjà répondu à cette enquête. C'est environ actuellement passé 100 000 personnes. Alors, pour nous en Suisse, c'est déjà un grand benchmark. 250 entreprises, 100 000 personnes. Et j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui, c'est déjà bien un peu plus parce que ce chiffre, il date d'une année. Donc, je devrais m'informer de vous donner un chiffre plus actuel. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on compare les réponses des personnes individuelles à ce fameux groupe de référence des 100 000 personnes. L'échantillon. Voilà. Je cherchais le mot. Le résultat, en fait, il se donne après de manière très visuelle avec des feux de différentes couleurs qui donnent le résultat de chaque personne. Ce résultat, il est individuel et confidentiel. Concrètement, ça va se dérouler de la manière suivante. On va reprendre les différents thèmes et puis chaque fois, la personne, elle va voir si elle se situe dans le feu vert, qui est donc plutôt positif, feu orange ou feu rouge. Et chaque fois, il y a des conseils qui sont donnés. Donc, la personne peut cliquer sur ces différents thèmes. Et puis, il y a des conseils qui sont générés automatiquement par le système pour que la personne puisse déjà réfléchir à ce qu'elle peut faire si elle voit qu'elle a des valeurs dans le rouge, mais également aussi remarquer tout ce qui se passe de bien dans le vert. En fait, j'ai une petite vidéo ici qui permet de présenter l'outil d'analyse, mais je ne sais pas si ça fonctionne, si je le fais partir. Vous en pensez quoi? Essayons. Alors, c'est juste ça. Ouais. Il faudrait partager. C'est le lien YouTube qui est là? Ouais, c'est le lien YouTube qui est là, le premier. Ouais. Alors, je ne sais pas. Là, on peut partager une vidéo. Vous allez en bas dans le carré avec la flèche, vous faites partager une vidéo. Si elle est téléchargée sur votre ordinateur, c'est assez simple a priori. Ouais. Autrement, moi, je peux essayer d'aller la chercher. Alors, moi, je l'ai là. Je vais le faire. Donc, partager vidéo, partager l'écran. Oui, ou l'écran, la vidéo. L'écran, on verra votre écran. OK. Partager une vidéo. Je vais partager l'écran, excusez-moi, ce sera plus rapide. OK. Partager. Voilà. Ouais. Vous la voyez? Oui. On n'a pas de son par contre.
Alors, on a quitté le partage d'écran Ok. là. Alors, comme il n'y a pas de son, ce que je propose, en fait, c'est que vous puissiez cliquer ensuite sur le lien. Il y a une petite présentation de cette vidéo par la fondation qui a développé ce sondage qui s'appelle en Suisse Promotion Santé Suisse. Et puis sur le deuxième lien, vous trouverez l'occasion de remplir pour vous-même ce sondage. C'est gratuit, c'est libre d'accès, puis ça vous permet D'accord. de faire connaissance avec ce sondage pour voir comment ça fonctionne. Et puis c'est confidentiel, enfin c'est pour vous les résultats, hein. Donc c'est pour les participants qui puissent directement l'essayer s'ils sont intéressés. Alors évidemment le résultat il sera individuel, hein, ce sera par rapport à vos propres réponses dans le cadre du climat de travail. Ce qui moi m'intéresse, Bien sûr, ouais. c'est d'avoir une réponse groupée de minimum 10 personnes pour générer une vue globale de l'entreprise. D'ailleurs, au niveau des résultats, c'est ici que je voulais mettre en évidence. On peut aussi mettre en évidence les résultats pour les différentes équipes. En fait, on peut configurer le sondage de telle sorte que, ben voilà, on a les résultats pour les différentes équipes à partir de 10 personnes, mais aussi pour l'organisation de manière globale. Donc, ça permet d'avoir une vision assez fine des différentes ressources contraintes en termes de climat de travail dans les différents endroits de l'entreprise. Voilà, j'ai été un peu vite du coup là sur la fin, mais je vous remercie pour votre attention. Je me tiens aussi à disposition. J'ai vu qu'il y avait quelques questions au cours de ma présentation. Et Oui, puis j'ai passé assez rapidement sur certains thèmes. Donc voilà. d'accord. Merci beaucoup, Catherine, hein, pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie des questions des participants. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions. Éventuellement, vous pouvez monter à l'écran, vous me le dites, et puis je vous invite à monter à l'écran pour discuter en direct avec Catherine. Euh, qui fait cette demande, en fait, est-ce qu'on peut considérer que c'est un audit en climat? Comment est-ce qu'on peut le considérer? Alors, la première partie de la question, c'était qui fait ce genre de demande, c'est Oui, ça? Ça a coupé oui. juste là. Alors, moi, c'est directement en fait des chefs d'entreprise qui me contactent, mais qui me contactent souvent suite à des difficultés de santé au travail dans leur entreprise, Mhm. ou bien lorsqu'ils veulent aussi instaurer une gestion de la santé en entreprise, une GSE, et qu'ils aimeraient justement mettre en place une sorte de diagnostic, hein, pour comprendre où c'est qu'ils doivent agir en premier lieu et sur quel processus ils doivent travailler. Donc, c'est dans ces Mhm. deux cas de figure que moi, je propose l'utilisation de cet outil et qui, selon mon expérience, a fait sens dans ces deux cas de figure. D'accord. Et il y a donc une partie, on pourrait dire, quantitative, hein, avec ce sondage qui est fait en ligne, dont vous avez les données que vous analysez. Et puis, il y a une partie qualitative avec les entretiens qu'il faut faire avec les équipes. Oui, exactement. Et puis c'est même obligatoire dans cette approche. Moi, c'est pour moi aussi très important pour moi qu'il y ait cette partie qualitative qui suive parce que dès qu'on fait une intervention avec ce type de sondage, ça suscite des attentes chez les gens. Et puis c'est très important que l'entreprise soit consciente qu'il va falloir suivre le processus, écouter les collaborateurs, travailler avec eux sur les mesures qui font le plus de sens. Donc, en fait, c'est même comment dire, pour commencer ce type d'analyse, pour moi, j'oblige les entreprises, Mm. en fait, de s'impliquer après dans l'implication des collaborateurs sur les mesures. D'accord. Finalement, c'est un outil plutôt de prévention secondaire quand il y a déjà des difficultés observées, ou est-ce qu'on peut le concevoir comme un outil de prévention primaire? Finalement, se dire quand tout va bien, regardons sur quel levier on peut maintenir ce tout va bien dans l'entreprise. Ouais. Alors, idéalement, moi, je le préférerais en prévention primaire. Dans la pratique, Mm. je l'ai utilisé que en prévention secondaire. Mais oui. Peut-être que en Suisse, on n'est pas non plus tellement en avance, hein, sur ces thèmes de GSE. Moi, je regarde beaucoup ce que vous faites en France. Et puis, je trouve que, bah, on avance, hein, aussi en Suisse. On fait des trucs très bien. Il y a justement Promotion Santé Suisse qui nous livre beaucoup d'outils dans ce domaine. Ben, je suis formée chez eux, je suis conseillère accréditée chez eux. Mais les entreprises, elles ont avancé dans la gestion de la santé en entreprise, mais pas de manière encore très, très importante. On a aussi un tissu de PME, donc de petites et moyennes entreprises très important, qui, eux, ont peu investi dans la santé au travail. Donc, actuellement, en ce moment, d'ailleurs, il y a des aides étatiques pour mettre en place ce type de sondage.
type de démarche. Pour une prévention idéalement primaire. Mais oui, ce serait mieux quand même. Il y a Mag qui nous demande si ce sondage est adapté à la France. Est-ce qu'on peut finalement, parce qu'il est dans les 3 langues en Suisse ou les 4 il est langues? même en 9 langues en Suisse. On a les 3 langues habituelles, mais on a aussi plusieurs autres langues des principales populations étrangères de Suisse. Je crois le serbe, le croate. Je ne connais plus exactement, mais c'était très important d'avoir aussi ce sondage dans les langues de certaines personnes actives en Suisse. Voilà. Oui. Par contre, les résultats sont que dans 3 langues. Voilà. Mais est-ce qu'il est adaptable en France? L'échantillon de référence, il va être suisse, évidemment. Ensuite, j'ai posé la question en promotion santé suisse, mais je dois vous dire, ils m'ont pas encore répondu. Voilà. Et parce que je me suis dit que c'était une question qui allait venir. Donc, si je peux avoir vos coordonnées, Mag Dia, je vous réponds précisément lorsque je l'aurai, de savoir si vous pourriez l'utiliser, dans quelles circonstances en France. Ouais. C'est exactement la question que je me posais aussi, si c'était un outil qui était utilisable. Et j'imagine que oui, en fait, je vois pas trop quels seraient les freins. Bon, c'est juste que nous, on connaît bien ce problème en tant que Suisse. Souvent, la plupart du temps, je dirais, les outils qui sont développés en général, c'est souvent, enfin, en tant que psychologue, c'est souvent des échantillons de référence qui sont français ou allemands pour la partie alémanique. Puis là, pour une fois, on a un éthique avec un échantillonnage suisse. Donc, à part cette contrainte-là, je pense que c'est aussi adaptable en France. Après, on peut toujours dire qu'il y a des différences culturelles qui font que, pour vous, certains mots, la formulation des questions pourrait vous étonner, etc. Oh, légèrement, hein. On est quand même très, très proche, hein. Comme avec le Québec aussi, oui. Oui. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question un peu périphérique à tout ça. Vous avez présenté au tout début la question du lien du travail et de la santé. Oui. Et vous avez présenté le travail comme, en fait, un élément de source de bonne santé, alors que habituellement, on présente le travail comme plutôt un élément de facteur de détérioration de la santé. Et donc ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant comme idée. Et vous avez cité 4 points, le fait que c'est un axe, enfin une activité centrale dans une société, que ça génère du lien social, qu'il y a une question d'identité. Et ça, évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on ne lui demande pas qui il est, est-ce qu'il fait du jardinage ou du golf, on lui demande qui il est, quel boulot il fait. Et puis, ça structure la vie temporelle. Et vous avez parlé aussi qu'au fait, au Moyen-Âge, le travail n'était pas pour tout le monde. Il y avait des gens qui travaillaient, puis il y avait des gens qui avaient une vie de loisirs, qui faisaient de la musique, qui faisaient de la danse, qui faisaient du théâtre, la peinture, etc. Et puis de la vie mondaine. Et ma question, est-ce que finalement, on n'aurait pas, dans ces dernières décennies, avec toute la réduction du temps de travail, vous savez, dans les années 50, 60, on travaillait beaucoup plus. Là, j'ai fait une petite étude sur ça. En France, entre les années 50 et aujourd'hui, en moyenne, c'est une moyenne, on travaille 350 heures de moins par an. 350 heures de moins par an en 70 ans. Ce qui est énorme, parce que 350 heures, avec les 35 heures à la française, ça fait quand même 10 semaines de congé, si on les mettait bout à bout. Donc c'est énorme, cette baisse. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Et on retourne vers une société plutôt du loisir, même du loisir dans l'entreprise, avec cette mode du bien-être au travail, où on fait des massages dans l'entreprise, on a des jeux dans l'entreprise, etc. Est-ce que vous pensez qu'on retourne vers ça, finalement, vers un retour, non pas vers le futur, mais vers le passé avec le Moyen-Âge? Ouais, on pourrait le penser, quand on voit aussi la nouvelle génération qui nous rappelle qu'elle a des valeurs différentes par rapport au travail. Il y a une volonté aussi de passer du temps et d'investir son identité dans d'autres domaines de la vie que le travail. En Suisse, on a voté il y a 1 an ou 2 ans sur le revenu inconditionnel. Donc, le fait de recevoir un revenu indépendamment du fait qu'on travaille ou pas à tous les résidents suisses. Bon, ça a été rejeté, mais je pense que c'est un thème qui va revenir en Suisse régulièrement. Est-ce que ça a été rejeté avec beaucoup beaucoup de personnes ont rejeté, ou est-ce que c'était à la limite? Il faudrait que je recherche. Non, c'était pas à la limite, parce que ça choque beaucoup les consciences. Ça s'appelle le revenu de base inconditionnel.
Il faudrait que je recherche exactement le pourcentage. En France, on a effectivement un homme politique qui en a fait un argument de campagne avec un revenu universel comme ça. Euh, oui, vous l'assimilez à plutôt un retour vers une société du loisir alors? Bah, peut-être vers une société du loisir, une société qui aussi est un peu plus équilibrée en termes de temps de travail, de temps pour sa vie personnelle et sociale. Enfin, bien sûr, en tant que psychologue du travail, je vois bien les effets délétères du travail. Je vois principalement, malheureusement, la souffrance au travail. Et puis ça me désole, évidemment. Et puis, je pense que dans un rapport plus sain au travail, on pourrait aussi s'épanouir, avoir du plaisir dans les contacts quand on crée au travail, dans le sentiment de valeur ajoutée que l'on apporte, dans le sentiment de construire quelque chose de passionnant. Donc, j'aimerais voir aussi à travers le travail ces qualités-là. Et je me dis que si on était plus proportionné dans cette sphère-là, et ben peut-être que on aurait plus de bien-être au travail qui pourrait D'accord. émerger. Patricia vous demande si l'outil que vous avez présenté, il peut s'adapter à différentes tailles d'organisation. Vous parliez, il faudrait une équipe avec au minimum 10 personnes dans une équipe pour pouvoir que ça soit utilisable. Mais est-ce que sur une organisation où vous avez des centaines de salariés, je sais pas, dans une usine ou dans des grands centres? Oups, ça a coupé. Ça a juste coupé à la fin. Ouais, donc Patricia demandait si on peut utiliser cet outil que vous avez présenté dans des grandes entreprises avec des centaines de salariés par équipe. Alors, la seule contrainte, c'est d'avoir minimum 10 employés qui répondent. Donc, à partir de là, on peut aller jusqu'à 500, 1000, voilà, tout est possible. Après, ça demande bien sûr plus de temps et de préparation, plus l'entreprise est grande. Mais c'est tout à fait possible, et c'est ce qu'il faut faire à l'avance, de configurer le sondage par rapport à l'organisation, la structure, l'organigramme de l'entreprise en question. Mais ça se fait, là prochainement, je vais débuter un sondage sur une entreprise de 400 employés. D'accord. Très bien. D'accord. Émilie demande si vous savez comment les questions ont été choisies dans cette étude qui a permis de construire cet outil. Est-ce que à partir de quelle base en fait, est-ce qu'il y a eu des entretiens préalables avec les employés pour identifier les éléments à évaluer? Est-ce que vous avez des connaissances sur ça, sur la conception de l'outil? Alors, la conception, la jeunesse de l'outil, je la connais pas dans les détails, je ne m'en rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'est que ils ont certainement pris des échelles sur le stress au travail qui avaient été validées. Ils ont retenu les éléments les plus importants. Ils sont inspirés aussi des risques psychosociaux. Et puis ensuite, plus loin que ça, je peux pas vous dire. Je sais juste que voilà, ça a été testé et validé, évalué et puis suivi par l'université de Berne. D'accord. Ça, c'est des éléments de réponse que je pourrais aussi aller chercher si vous voulez. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous parliez de la question du stress au travail et des phases de récupération. Et on voit des entreprises qui sont incessamment en changement, soit d'organisation, soit des outils qui sont utilisés, etc. Est-ce que, selon vous, c'est un facteur important de risques psychosociaux, ces changements, ou au contraire, ça serait peut-être notre nature de toujours s'adapter aux changements? Quel est votre avis sur ça? Le changement, pour moi, il fait partie un peu de cette vie. Après, c'est les conditions dans lesquelles ça met les collaborateurs à travers ces changements. Effectivement, il faut beaucoup d'implication de la direction pour que ces changements soient bien compris, bien vécus. Il y a toujours des gens qui se sentent un peu mis de côté dans ces moments de transition qu'il faut pouvoir accompagner. Mais pour moi, ça fait partie des organisations qui vivent de continuellement se transformer pour répondre à la demande de leur marché. Et puis, c'est tout un art de pouvoir accompagner les collaborateurs par rapport à ça. D'accord. Par rapport je voulais juste redire quelque chose par rapport en Suisse, par rapport au temps de travail. Nous, on travaille 42 heures par semaine, mais ça peut aller jusqu'à 45 suivant les entreprises au maximum. Après, il faut des dérogations, mais on a beaucoup de temps partiel par rapport à la France, par exemple. On a des taux de temps partiel assez élevés, particulièrement chez les femmes, pour des histoires de conciliation vie privée, vie professionnelle qui sont ancrées culturellement. Mais chez les hommes aussi, c'est en train de progresser de manière assez marquée. De plus en plus d'hommes aussi choisissent le temps partiel. Il y a aussi des programmes pour obliger le temps partiel à des postes de cadre aussi.
Donc, d'ouvrir les postes de cadre à 8 ans de 100%, par exemple, à la Confédération chez nous, helvétique, eh ben, tous les postes de cadre, c'est ouvert à 8 ans et 100% pour que les femmes et les hommes qui veulent travailler à temps partiel puissent aussi y postuler. D'accord. Voilà. Juste pour rappel pour les Français, 80, c'est 80. Oui, pardon. Voilà. Mais quand on a 80% de 42 heures, en fait, on n'est pas loin des 35 heures. Ah, tout à fait. Voilà, Françaises. c'est un jour. Ah, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. C'est juste que ben, les autres collègues, ils travaillent quand même le jour en plus. C'est-à-dire qu'on manque un jour de travail qu'il faut pas récupérer, mais qu'il faut s'assurer de recevoir l'information nécessaire. Mais c'est très courant hein, de travailler à temps partiel chez nous. D'accord. Je suis revenu en arrière là, sur votre diaporama, sur les indicateurs du climat de travail, parce que c'était une vignette qui m'intéressait bien. Vous avez d'un côté les ressources, de l'autre côté les contraintes. Ces contraintes, en fait, elles reprennent une partie des risques psychosociaux, des 6 domaines des risques psychosociaux que vous aviez d'ailleurs précédemment listés. Je ne sais plus où exactement. Ah, vous êtes passé. C'était après, où est-ce qu'ils étaient Avant. C'était avant. Oui. Là. Voilà, à gauche, hein, on a le tableau avec les facteurs de risque psychosociaux. On a les 6 domaines, c'est le rapport Golac, hein, qui avait été demandé à l'époque par Xavier Bertrand, qui était ministre, je crois. Les psychosociaux n'ont pas été retenus pour cet indicateur de climat. Alors, ça a juste coupé au moment de votre question. Ah. Voilà. Donc, je disais qu'on a ces facteurs de risque psychosociaux. Oui. Et on a à côté, donc ils sont au nombre de 6. Et puis, quand on vient sur les contraintes, on ne retrouve pas forcément tous ces domaines-là. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous en avez de cet outil, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a d'autres facteurs en dehors de cela, hein, qui appartiennent aux facteurs de risque psychosociaux qui sont présents aussi dans les questions de climat de travail? Est-ce que c'est exhaustif, finalement, ces indicateurs-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut prendre en compte également? Oui. Dans le sondage que je propose, il y en a d'autres, en plus des risques psychosociaux du rapport Golac, qui sont également auscultés. Ça a plutôt trait à des échelles liées au stress au travail. Puis il faut aussi savoir que ce sondage, il comporte des modules supplémentaires liés par exemple au burn-out, avec d'autres thématiques qui sont abordées, ou bien à la gestion des clients, ou la conciliation vie privée, vie professionnelle. Il y a aussi des aspects sur le sommeil qui sont abordés, et puis des contraintes aussi au niveau physique. Donc, il y a des questions qui sont plus des thématiques qui n'apparaissent pas ici dans les indicateurs du climat de travail, mais qui sont dans ce sondage Job Stress Analysis, qui sont plus ciblés sur des thèmes qui ont été relevés comme importants pour le stress au travail en Suisse. D'accord. Émilie pose une autre question. Elle vous demande comment sont présentés les résultats aux entreprises. Vous les présentez comment? Alors, elle dit qu'elle suppose qu'il y a une question d'anonymat, c'est-à-dire on ne dit pas qui ressent telle difficulté, ou etc. Et vous disiez d'ailleurs que dans l'outil, c'était anonyme. Donc, comment on présente ça après? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est proposé? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, les résultats, ils sont présentés. Je les présente d'abord à la direction, évidemment. Donc, ils sont vraiment anonymisés. Alors, plus il y a de personnes, plus on est sûr de ne pas retrouver les réponses des gens à travers les résultats. Donc, ça rassure les gens s'il y a plus que 10 personnes hein, qui répondent dans mon équipe, dans mon secteur. Et puis, ben, les résultats, ils se présentent vraiment un peu de manière similaire à ce qu'il y a dans ma présentation avec les feux orange, les feux rouges, les feux verts. Moi, je mets en évidence où c'est que ça va bien, où c'est que ça va moins bien. Et puis, je pose des hypothèses de travail que je demande à les vérifier en discutant avec les collaborateurs, un panel de collaborateurs. Mais dans tous les cas, les résultats globaux sont aussi présentés à l'ensemble des collaborateurs. Qui ont accès aussi un peu à la même présentation qu'au directeur hein, dans les grandes lignes, avec les résultats principaux. Et ensuite, j'approfondis ces résultats principaux avec les collaborateurs concernés par le cercle de santé ou un panel représentatif de ces collaborateurs. Parfois, j'ai des craintes qui sont relevées que voilà, ils vont trouver qui a répondu quoi parce qu'on est une petite équipe. Donc, il s'agit pas mal de rassurer hein, les personnes
dans ce sondage. Et puis, ça se fait essentiellement en amont, c'est-à-dire avant le lancement du sondage. Je vais aussi dans l'entreprise, bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, Hmm. pour informer les collaborateurs de ce sondage, faire connaissance, répondre à toutes leurs questions, enlever un maximum de craintes. Et puis ça, ben, vraiment, ça favorise une bonne participation. Et je travaille aussi de concert avec soit les ressources humaines, soit une personne dédiée à ce projet à l'interne de l'entreprise, puis qui va être mon relais en termes de communication à l'interne. Donc tout ceci, D'accord. ça doit aider. Ça doit aider, mais bien sûr qu'il y a des gens qui continuent à craindre la perte d'anonymat puis qui ne répondent pas, et c'est leur droit le plus véridique. Ouais. Donc en fait, si j'ai bien compris, il y aurait trois phases. Il y aura une phase, vous disiez, qualitative avec des entretiens, le sondage, et à nouveau une phase d'entretien pour pouvoir mettre en perspective les éléments du sondage avec la réalité du terrain. C'est ça? Oui, mais la première phase, c'est plutôt une phase d'information, D'accord. information, discussion, échange. On essaie de faire dans des petits groupes. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu délicat en ce moment, mais on fait par exemple, ce qu'on avait fait, c'est une grande entreprise, on fait plusieurs séances d'information. Mhm. Voilà, on fait des petits groupes pour qu'ils puissent obtenir les informations et oser s'exprimer. On leur met à disposition aussi différentes informations sous forme papier, écrite, dans les salles de pause, par newsletter. Mais l'enjeu, c'est qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, ces séances d'information, c'est pas des entretiens que je mène au départ, c'est vraiment des séances d'information avec un nombre un peu restreint de collaborateurs, quitte à Mais la faire plusieurs fois. mais il y a quand même des questions qu'ils peuvent poser, c'est interactif. Justement, ouais, le but, c'est que ce soit interactif, donc d'éviter qu'on soit trop dans une salle. C'est un peu figé, j'ai pas entendu votre réponse. Donc, l'idée, c'est que ce soit interactif, Oui, et puis ça, c'est oui. pour ça qu'on évite d'être trop dans ces séances Mhm. d'information afin qu'ils se sentent bien libres. Aussi, les séances d'information, ce que j'ai fait là-bas dernièrement, je l'ai proposé de faire sans la direction. Comme ça, les collaborateurs, ils se Mhm. sentiraient plus libres de poser leurs questions, de parler de leurs craintes avant d'y D'accord, répondre. d'accord. Vous notiez dans les conséquences néfastes à long terme, donc il y a la souffrance au travail, qui, Mhm. elle, dont la cause peut être très multiple. Hein. La souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est en bout de chaîne, mais les causes sont multiples, en tout cas possiblement. Les problèmes de santé psychique et puis les problèmes de santé physique. Et pour l'entreprise, vous parliez de baisse de productivité, baisse de satisfaction des collaborateurs et puis des patients qu'on reçoit. Voilà, un taux de rotation du personnel. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs finalement que vous relevez du côté des entreprises, la productivité, la satisfaction, le turnover? Est-ce que les trois vraiment correspondent bien à l'expérience que vous en avez ou il y a d'autres choses qui peuvent s'y ajouter? Des fois, il y a aussi des choses un peu plus fines. Dernièrement, j'étais dans une entreprise où finalement ces indicateurs, ils étaient bons. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient en grande prospérité, les collaborateurs restaient en place et ils avaient peu d'absence, pas beaucoup d'heures supplémentaires, c'était vraiment tout bien, les indicateurs. Mais eux, ils ressentaient une perte de motivation des gens, ils étaient beaucoup moins impliqués sur les projets, ils faisaient un peu le strict minimum, puis ils sentaient plus vraiment le feu sacré, l'intérêt des collaborateurs pour les projets qu'ils leur proposaient. Et puis, à tel point que, en fait, on a réalisé un sondage, ce sondage sur le climat de travail. C'est ce que j'aurais proposé pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de manière sous-jacente à cette situation. Donc, des fois, les conséquences sur l'entreprise, elles sont pas très visibles en termes de chiffres. C'est plutôt un ressenti de la direction, une difficulté de la direction d'impliquer, de motiver les collaborateurs, de nouer un dialogue avec eux. Hmm. C'est une histoire de dialogue. Et puis aussi quelque chose qui apparaît pas là-dedans, bah, c'est évidemment, mais c'est lié, hein, c'est le nombre d'absences, c'est-à-dire le nombre voilà, de jours de maladie et puis de Oui. maladies à long terme. Et puis ça va être aussi un élément central, évidemment, dans les chiffres visibles, je dirais, la pointe visible de l'iceberg. Et quand ça arrive, c'est qu'il y a autre chose dessous. Hmm. Hmm. Mhm. Ouais. Il y a une autre question qui est posée par Mag et qui demande pourquoi, tout à l'heure, au début de votre présentation, vous parliez des jeunes qui seraient Mhm. les plus exposés au stress professionnel. Est-ce qu'il y a des études sur ça, des données? Bah, les raisons qu'on avance dans ces études, ce que j'ai lu puis ce que je vois, parce que je travaille aussi pas mal avec cette population, c'est le fait qu'ils ont moins en général, hein, les jeunes,
de cette tranche d'âge ont moins de ressources personnelles. Ils sont en phase de construction d'identité, en phase de transition de leur vie, hein, de jeunes adultes. Et puis, ils peuvent moins compter sur une estime de soi qui est bâtie sur plusieurs années d'expérience professionnelle. Ils doivent prendre leur envol de leur cercle familial. Et puis, ça les met un peu dans une situation de déséquilibre par rapport au monde du travail qui est très exigeant aussi vis-à-vis d'eux et puis qui les fragilise en premier lieu par rapport justement à ce stress au travail. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment martelé ces derniers temps en Suisse, aussi à cause de la pandémie, dont les jeunes en souffrent particulièrement chez nous, j'imagine aussi chez vous, mais Oui, c'est aussi un peu pareil. Ouais. parce qu'on a remarqué que on avait parfois, il y avait beaucoup ce discours sur la génération Y, avec des jeunes qui voulaient pas forcément travailler, qui pensaient pouvoir choisir leur employeur, et puis si ça leur plaît pas, ils partent. Il y a un peu un regard condescendant vis-à-vis de cette jeunesse, quand on essaye aussi à travers ces chiffres de relativiser en disant, hey, les jeunes, ils souffrent dans cette situation, la transition professionnelle, elle n'est pas du tout évidente. Il y a énormément de contraintes et d'exigences pour eux. Puis ils sont parfois un peu moins armés qu'un adulte de 40 ans qui a derrière lui une famille, une expérience professionnelle, des ressources. Et voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études, en fait, si vous voulez. Les études sur le stress ont démarré au Québec. Et au Québec, il y a Sonia Lupien, Lupin, qui est spécialiste des questions du stress et qui a fait des études sur notamment dans le cadre de la scolarité, à quel moment les élèves à l'école ressentaient le niveau de stress le plus élevé. Et elle s'est tout simplement... Et elle a fait une étude sur des prélèvements de cortisol salivaire chez les élèves et il montrait que c'était le passage de l'école primaire au collège qui était le facteur de stress le plus important parce que c'était des changements les plus importants dans leur vie scolaire. Et quand vous parlez des jeunes avec le stress au travail, en fait, ça me faisait penser que le stress au travail, c'est un stress, enfin, la manière que vous aviez de le présenter me fait penser à un stress vis-à-vis du travail, c'est-à-dire tout l'enjeu que le travail va représenter, une carrière à développer, l'autonomisation, etc. Et peut-être moins le stress ressenti dans l'exercice du travail. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a cet aspect d'enjeu, hein, d'enjeu de Voilà. nouveau identitaire de la place du travail dans nos vies. Et puis la compréhension qu'il va falloir trouver sa place dans un environnement pas toujours très accueillant pour les jeunes, hein. C'est vrai que on a aussi cette problématique pour les jeunes de trouver une place en sortant de leurs études, que ce soit une place d'apprentissage ou une place après des études plus longues. Et puis c'est souvent par le biais de stages non rémunérés, donc on se sent un peu dévalorisé. Et du coup, effectivement, c'est plutôt un stress vis-à-vis de ce travail que peut-être dans le travail en lui-même. Mais je crois que dans le travail en lui-même, pour certains, ils sont aussi stressés. C'est ce que Oui. je rencontre, évidemment. Oui, effectivement. Ouais. Il y a Hugues qui vous demande par rapport à l'exemple que vous avez cité tout à l'heure sur l'entreprise où vous faites finalement ce diagnostic-là. Vous voyez que tous les indicateurs, la productivité est bonne, la satisfaction, tout ça est bonne. Enfin, tout est bon, mais pourtant il y a quelque chose qui est mal ressenti. Et Hugues demande en fait ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre ce ressenti-là. Ouais. Ben, pour moi, toute la difficulté, l'enjeu dans cette entreprise, ça a été d'essayer de trouver une discussion avec la direction et avec les collaborateurs de manière différenciée. Avec la direction, c'était plus facile, ils sont venus me chercher mon expertise, mes compétences, mais j'ai dû aussi créer ce lien de confiance avec les collaborateurs. Je l'ai fait en les voyant à plusieurs reprises sans la direction, et puis essayer de comprendre qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, et puis les motiver à trouver des solutions, à exprimer leurs ressentis à travers mon intermédiaire, en fait. Et pour ça, il faut pouvoir créer un sentiment de confiance, un sentiment que cette personne qui va d'abord parler à la direction, elle est aussi à notre écoute. Et je sais pas, je pense qu'en prenant le temps, en les écoutant, en investissant le temps aussi nécessaire, ça a permis pour moi de le faire. Bon, c'était avant la pandémie, j'ai pu les rencontrer en vrai. Pour moi, c'était extrêmement important. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à distance, je dois dire. C'était pour moi aussi important de les observer dans leur comportement physique, dans leur environnement de travail. J'ai aussi fait quelques entretiens avec certains pour comprendre comment ça fonctionnait leur travail, quels étaient leurs enjeux.
Et puis ça a permis peut-être d'essayer de nouer ce dialogue. En fait, Hugues précise sa question, il demande si finalement vous étiez la porte-parole de leurs Non. doléances. Est-ce que finalement la parole n'arrivait pas à se libérer entre les équipes et la direction et qu'il fallait un intermédiaire neutre qui puisse venir permettre de la communication, ou bien est-ce que vous avez pu faire des propositions? Parce qu'il y a ce sentiment, et qu'on peut voir dans certaines entreprises où les salariés ont le sentiment d'un mal-être, et puis quand on voit d'autres entreprises, on se dit, mais ils ont quand même beaucoup de chance de travailler là. Il y a des entreprises où c'est beaucoup moins confortable que chez eux, et pourtant ils se plaignent. Et donc il y a ce sentiment, et le sentiment n'est pas toujours très rationnel, très raisonné, hein. C'est du ressenti. Est-ce que dans des situations comme ça, pour redonner cet enthousiasme aux équipes, on a des leviers? Parce que effectivement, permettre que la parole puisse se libérer, c'est important. Et après, comment est-ce qu'on peut avancer avec ça? Je pense que de faire un processus qui est suivi dans la durée, que les collaborateurs, ils ont vu que c'était pas seulement une action au coup de poing de la direction, qui en avait vraiment marre de pas trouver le moyen de communiquer avec eux. Ça fait 2 ou 3 ans maintenant que ça continue. Et puis, c'est pour ça que je souris à la question de Monsieur Morel, avec le risque de devenir indispensable. C'est bien sûr au cœur aussi de ma réflexion de faire en sorte que la communication se relie entre les collaborateurs et la direction directement. C'est en cours de route. C'est pour moi aussi important de refaire ce lien. Et puis, donc je pense que ce qui est important, c'est qu'ils voient que le thème, il reste d'actualité. C'est pas que la direction l'a traité une fois, puis qu'ils ont pu dire maintenant c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Puis ceux qui sont pas contents, ils peuvent partir. C'était vraiment un souci plus profond de la direction. Puis aussi dans la discussion avec les collaborateurs, c'est de partir d'une posture de doléance à venir à une posture de responsabilisation un peu sur OK, il y a certaines choses qui me conviennent pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Quelles sont les solutions qu'on trouverait viables et possibles d'apporter et qu'on est à même aussi d'expliquer et de défendre. Donc, moi, j'ai pas de baguette magique par rapport à ça. Je les écoute, je propose aussi certaines choses, mais j'essaye aussi d'intégrer leurs réponses en lien avec ce qui est possible de faire. Et Vous voulez dire qu'il faudrait peut-être passer du statut, là on va glisser un peu côté psy, mais du statut d'objet au statut de sujet, où ils sont l'objet effectivement de, selon eux, de difficultés ou je ne sais pas de quoi, parce que j'étais pas dans cette entreprise, mais à un moment donné, ils sont aussi responsables de choses. Et ils ont aussi des leviers d'action eux-mêmes, et qu'il faut les mobiliser pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi peut-être faire avancer les choses, et pas être toujours dans la plainte, mais être plutôt dans l'action. C'est un peu ça. Alors, je suis précautionneuse, sensible avec cette approche. Je cherche pas à laisser les gens seuls face à leurs problèmes, mais j'essaie toujours de les pousser vers une posture de responsabilité, de responsabilisation, de devenir sujet, acteur de leur situation, tout en me rendant compte qu'il y a des contraintes sur lesquelles ils n'ont pas de prise et vice-versa vis-à-vis de la direction. Donc, c'est cet équilibre à trouver qui est pas évident d'ailleurs et puis que j'ai essayé de mener à bien dans cette entreprise. Évidemment, oui. D'accord. Hugues, fini en demandant s'il n'y avait pas un problème de management intermédiaire finalement, qui était coincé un peu entre les équipes et puis la direction. Oui. Il voit assez juste. C'est un peu le cas, effectivement. Ouais. D'accord. Ça, c'est pas mal débloqué depuis longtemps. Ouais, entre le marteau et l'enclume, voilà. Émilie revient sur la question de l'outil que vous nous avez présenté, cet outil universitaire. Ce sont des chercheurs à l'université qui l'ont créé. Et en fait, elle demande si, suite au questionnaire, est-ce que l'outil propose des pistes? En fait, le fait d'avoir identifié des points fragiles ou des points d'amélioration, je ne sais pas comment dire les choses, est-ce qu'il y a aussi d'associer à ça, finalement, peut-être des recommandations? Oui, alors c'est généré par l'ordinateur, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à répondre au sondage en ligne sur le lien. Et puis, en fait, vous recevez directement un rapport sous format PDF, mais entre une vingtaine, trentaine de pages, suivant les résultats, avec des conseils qui valent ce qu'ils valent quand ils sont pas sur mesure, mais qui permettent à chacun d'avoir des pistes de réflexion. Donc, il y a toute une rangée de solutions, de mesures qui ont été
préfabriqué par rapport aux différents résultats que vous pouvez avoir. Donc, en général, lorsque j'ai retour sur ces résultats avec les collaborateurs, ils me disent que ça leur a déjà permis de bien réfléchir à leur comportement et puis à mettre en place de nouvelles attitudes ou comportements dans leur travail sur la base des conseils. Il n'y a pas tout à apprendre. Oui. Le lien, c'est le deuxième qui est là, c'est ça. Hein. C'est le deuxième, voilà. Je pourrais transmettre aux participants le diaporama, comme ça ils pourront… Avec plaisir. Ouais. D'accord, très très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les participants pour Catherine? Est-ce que vous avez des… Oui, dans le chat, qu'est-ce qui est… Oui, c'est un trait en bas. Le trait, c'est le trait en bas, effectivement. Après le 2 et le K, c'est l'underscore en bas, oui, tout à fait. On ne le voit pas parce que là, c'est souligné, mais c'est celui-là, oui. Ouais. De toute façon, vous aurez le lien, donc vous pourrez cliquer dessus directement. Ça doit fonctionner. Pour accéder directement, oui, tout à fait. D'accord. Donc, a priori, pas de questions nouvelles sur cet exposé sur le climat de travail. Est-ce que vous, Catherine, vous souhaitez ajouter quelque chose? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer dans la présentation et que vous souhaiteriez aborder là, ou que vous avez fait le tour de ce que vous souhaitiez dire? Non, j'ai bien apprécié vos questions. Je vous remercie aussi d'avoir mis en évidence que le travail il peut être source de joie et de bien-être. Je pense que c'est important de le rappeler aux entreprises, aux RH qu'on rencontre, parce que pour moi en tout cas, c'est une perspective, c'est qui m'est chère. Donc, je suis contente que vous ayez entendu ça, mais je suis pas dupe, hein, je suis pas naïve. Effectivement, c'est pas toujours le cas, mais c'est ce que je vise à travers mon travail, c'est de rétablir cet équilibre. Ouais. Mais justement, c'est toute la question, en fait, quand vous avez démarré en présentant ça, le travail comme source de bien-être, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant parce qu'on parle toujours des risques psychosociaux, on parle de la qualité de vie au travail qui est autre chose que ça, c'est pas la même chose, et finalement, il y a effectivement, et on ne le dit pas assez, le travail est aussi un facteur de développement d'une bonne santé, pas qu'une bonne santé au travail, mais une bonne santé générale. Tout comme le fait d'être en bonne santé selon l'OMS, c'est pas juste de ne pas avoir de maladie, c'est beaucoup plus que de ne pas avoir de maladie, être en bonne santé. Voilà. Ouais, exactement. Exactement. Travail, source de plaisir, tout à fait. Je souscris tout à fait à ce genre d'approche sans tomber dans la naïveté, mais évidemment. Alors, effectivement, il y a des métiers où quand on vide des poulets la nuit dans le froid, la source de plaisir est quand même extrêmement modérée, évidemment. Mais il y a quand même un bon nombre de travails qui peuvent être source effectivement de plaisir, du travail, des interactions sociales qu'il y a, de l'appartenance à un collectif, etc. Tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Et écoutez, il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'enverrai votre diaporama à tout le monde, et puis la session sera à retrouver sur YouTube à partir de ce soir. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour liker, parce que ça permet de donner de la visibilité effectivement à cette démarche de webinaire gratuit pour la diffusion des connaissances, et n'hésitez pas à partager également la session. Et puis si jamais vous allez en Suisse, eh bien voilà, Catherine est à Sion, dans le Valais. C'est une jolie région, le Valais, que je connais un peu. Et ça serait un plaisir de refaire une nouvelle session avec vous sur un autre sujet. Avec plaisir. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Sébastien. Au revoir à tous.